Aujourd'hui, je vais parler des Animaux Fantastiques, réalisé par David Yates, écrit par J.K. Rowling, avec Eddie Redmayne. L'histoire se passe dans l'univers d'Harry Potter, mais il n'y a pas Harry Potter, ça se passe en 1926. On suit Newt Scamander, Norbert Dragono en VF, qui va aux États-Unis, et puis là, il y a des histoires, etc. Donc ça se passe bien avant l'histoire d'Harry et Voldemort. Et voilà, donc il faut pas s'attendre à voir Harry Potter, etc. Et c'est adapté d'un bouquin qu'avait écrit J.K. Rowling, et qui est tout petit, et c'est un bestiaire qu'avait écrit J.K. Rowling entre le 4e et le 5e livre, il me semble, et elle avait écrit en même temps le Quidditch travers les âges, que j'ai perdu, du coup je sais pas où je l'ai. Pour la petite anecdote, ce bouquin, il valait, quand je l'ai acheté, 25 francs, parce que c'est sorti quand on était encore en francs. Moi je l'ai acheté, du coup je l'ai payé 25 francs, et maintenant ce bouquin, allez voir sur internet, il coûte aux alentours de 150 € parce que cette édition n'existe plus, quoi. Donc bref, ça c'est une manière de dire ça. Donc en gros, ils vont faire, à la base ils devaient faire 3 films sur ce petit bouquin. En fait, ils vont en faire 5, mais en y intégrant le background de Dumbledore, etc. Donc on pourrait râler en disant avec un petit truc c'est du commercial, etc., etc. Non, puisque c'est J.K. Rowling qui écrit le truc, donc c'est toujours son univers. Autrement dit, elle ne s'auto-adapte pas. Ce qu'elle fait, c'est que elle écrit l'histoire du mec qui a écrit ça, voilà, en intégrant des animaux qui sont dans ce bestiaire. Mon avis rapidement, et je vais essayer de faire une vidéo rapide parce qu'en fait, là j'ai eu le temps de me calmer, ça fait un mois à peu près, mais quand je suis sorti de la salle, j'ai commencé à enregistrer une critique. Et j'étais un petit peu énervé quand je l'ai enregistré, si bien que j'avais dit que je ferais pas de partie spoiler parce qu'il n'y avait rien à dire, et que au bout de 10 minutes, un quart d'heure où je parlais, j'ai coupé la caméra et j'ai carrément arrêté parce que ça me saoulait trop. Donc là, il y a un mois qui est passé, j'ai eu le temps de me désénerver un petit peu et d'essayer de voir les bons côtés du film. Donc je vais essayer d'en parler rapidement en essayant pas trop de me focaliser sur les points négatifs. De toute façon, les points négatifs, on va faire le tour rapidement. Le point négatif du film, c'est David Yates. Je sais même pas pourquoi ils ont pris ce mec parce qu'à mon avis, il est pas du tout fan d'Harry Potter. Et au-delà de l'idée d'être fan d'Harry Potter, c'est un mec à mon avis qui n'aime pas spécialement Harry Potter, premièrement, et deuxièmement qui n'est pas un bon réalisateur. On aurait pu penser que le monde d'Harry Potter ça lui parlait pas, etc. Et c'est pour ça qu'il n'était pas super bon quand il a réalisé les films de 5 à 7 partie 2. Et en fait apparemment c'est même pas ça, vu qu'il a été nul aussi pour réaliser le Tarzan là de 2016. Pour moi, comme je l'avais dit dans la critique que j'avais commencé à enregistrer, David Yates, pour moi c'est officiel, c'est le Joss Whedon de Warner. C'est-à-dire un réalisateur qui est mauvais, mais que les studios utilisent parce qu'ils ont fait du fric avec les franchises qu'ils ont exploitées. Mais ça, c'est pour l'introduction de leur ressemblance. Ce qu'ils ont en commun, c'est que les deux sont des directeurs d'acteurs pitoyables. C'est-à-dire que les acteurs, quand ils sont avec eux, ils sont en roue libre, parce que le mec n'a aucune vision de ce qu'il veut faire. Par exemple, dans ce film-là, il y a plein d'éléments qui sont comiques, et Eddie Redmayne, il le joue de manière hyper comique. Comme pour le moldu qui l'accompagne, il joue le truc de manière hyper comique. Le problème, c'est que l'acteur, quand il joue de manière hyper comique et hyper irréaliste pour ajouter de l'effet comique dans la scène, il ne sait pas que le réalisateur, il va filmer ça de manière hyper comique et rajouter une musique par-dessus hyper comique, ce qui fait qu'il y a une accumulation de volonté de créer un effet comique qui fait que ça annule complètement tout. Par exemple, un exemple parfait, c'est le dessin animé Spirit de DreamWorks. C'est un film qui a pour thème la liberté. Les protagonistes du film sont des chevaux, qui sont un symbole de liberté, enfin en tout cas les chevaux sauvages sans selle sont des symboles de liberté, et en plus de ça, tout le film est bourré de musique sur la liberté. Donc là, à un moment donné, ça ne fonctionne absolument plus. Et là, c'est ce que fait David Yates. C'est ce que faisait David Yates sur les films Harry Potter, c'est ce qu'il a fait sur Tarzan, et c'est ce qu'il fait maintenant. Et à un moment donné, il faut choisir, soit l'acteur joue normalement, et tu mets une petite musique par-dessus qui crée un effet comique entre le sérieux de l'acteur et la drôlerie de la scène, ou alors l'acteur joue sérieusement, tu mets pas de musique ou tu mets une musique qui n'appuie pas forcément l'effet comique, et par contre la réalisation, tu fais une réalisation comique. Par exemple, un plan fixe, par exemple quelqu'un qui tombe, à la place de le suivre qui tombe, tu le laisses comme ça, et le mec comme ça, là, il va tomber et il va sortir du cadre. Et après il va se relever un petit peu et on va voir sa tête tout décoiffée, etc. Voilà. Là, ça c'est un effet comique par la réalisation. L'acteur le joue normalement, la musique est normale, mais c'est la réalisation qui fait qu'il y a un effet comique. Si le truc avait été filmé autrement, l'effet n'aurait pas été comique. Bref. Et là, David Yates, c'est le mec le plus balourd du monde. Il demande à ses acteurs de jouer de manière comique, il fait une réalisation comique et il rajoute une musique comique derrière. Donc ça fonctionne absolument pas. Donc direction d'acteur pourrave, ensuite gestion du rythme absolument dégueulasse. J'exagère peut-être en disant dégueulasse, mais pour moi, si ça avait été qu'un film, ça irait. Mais le problème c'est que depuis Harry Potter 5, il fait que ça.
Il n'a aucun sens du rythme, ce mec. Et quand je dis sens du rythme, c'est la gestion des émotions chez le spectateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu crées un effet de lenteur dans le film, il faut que ça serve émotionnellement le film. Comme par exemple Peter Jackson sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Les moments avec Silverbarbe, il voulait que l'effet de lenteur, par exemple, de Silverbarbe crée un effet comique. Et en même temps, tous les autres membres de l'équipe disaient, les gens, ils vont s'endormir au cinéma. Et Peter Jackson, ça le faisait rigoler d'imaginer les gens s'endormir au cinéma quand Silverbarbe parle. Donc Peter Jackson, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, avec le personnage de Silverbarbe, il y a une volonté de lenteur, soit parce que ça le fait rigoler à lui d'imaginer les gens s'endormir au cinéma pendant que Silverbarbe parle, exactement comme les personnages dans le film, et d'un autre côté, ça fout une rupture entre la scène de bataille du gouffre de Helm et les moments où Silverbarbe parle. Ce qui fait que la bataille du gouffre de Helm, on ne s'habitue pas à sa violence, on ne s'habitue pas au côté hyper sauvage, etc. Si tu fais une scène d'action qui dure 10 minutes, au bout de 3 minutes, t'es blasé et plus rien ne fonctionne. Les effets ne fonctionnent plus parce que t'es habitué déjà depuis 3 minutes à avoir de la violence. Et que comme sur la scène d'action, toi t'es pas en danger vu que t'es dans une salle de cinéma ou bien chez toi, au bout de 3 minutes, ça devient juste un spectacle et puis c'est tout. Là, de mettre le truc de Silverbarbe, du coup ça crée une rupture de ton, ce qui fait que ce truc hyper lent, et quand tu reviens à la bataille, du coup t'es re-happé par le rythme de la bataille et par la violence de la bataille, etc. Donc ça sert la scène de la bataille, ça fait rigoler Peter Jackson, et le fait que Silverbarbe parle très lentement, etc., ça crée un effet comique. Là, il y a une gestion du rythme qui est bien. Ensuite, par exemple, dans Watchmen, tous les ralentis, etc., avec les voix très graves qui sont là en voix off, ça crée une atmosphère très lourde dans le film, qui sert le film aussi. Le film a un rythme lent, mais c'est un rythme lent qui sert le film, qui sert l'atmosphère. Là, plein de fois, il y a un rythme lent, mais qui ne sert absolument à rien, puisque par-dessus, on a une musique qui fait genre, hey, c'est super rapide, etc. David Yates, quand il filme, à mon avis, il ne pense absolument pas au montage. Il dit, oh là, je vais faire un plan de découverte où je vais passer au-dessus de la foule et puis on va découvrir un truc qui est explosé, etc. et machin. Le problème, c'est que si tu fais ça 25 fois dans le film et que tu ne penses pas du tout au rythme que doit avoir ton film au moment où tu le fais, les effets de lenteur chez David Yates ne servent absolument pas le film parce que ces effets de lenteur n'ont aucun propos. Enfin bref, il faudrait que j'appuie tout ça par des images, etc. et tout, et le film n'est pas encore sorti en DVD, donc je peux pas le faire. Mais la gestion du rythme est dégueulasse chez David Yates, comme chez Joss Whedon. Direction d'acteur pourrave, c'est-à-dire que jamais chez un film de David Yates et jamais chez un film de Joss Whedon, on aura un acteur qui se transcende et qui jouera le rôle de sa vie. Jamais. Si les acteurs jouent bien, c'est juste que c'est des bons acteurs à la base. C'est tout. Ensuite, la majorité de sa réal, c'est de la réal de série télé. C'est pas par sa réalisation qu'il va te faire ressentir des trucs, quoi. En gros, si le texte est pas bon, que les acteurs jouent pas bien, tu ressentiras rien du film, c'est foutu. Parce que David Yates est incapable de mettre quelque chose en valeur par sa réalisation. Je ferai une vidéo dans pas longtemps sur la scène du ministère de la magie dans Harry Potter 5 et comment il introduit Voldemort et comment il introduit Dumbledore dans sa scène. Pour Voldemort, c'est un plan aux épaules, comme ça, coupé là. Comment tu fais pour iconiser Voldemort? Le mec, il filme comme ça. Le mec, il filme comme moi. Là, je suis en train de faire une critique vidéo sur YouTube. Lui, il filme ça comme ça. Voldemort, il est cadré pareil là. Si tu veux iconiser un mec, à un moment donné, il faut montrer qu'il a une certaine stature, une certaine prestance. Il faut t'éloigner un petit peu lui, quitte à te rapprocher après pour faire un plan serré sur ses yeux, pour montrer sa détermination ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il faut que ta réalisation, elle iconise le mec un petit peu. Le message développerai dans la vidéo que je consacrerai à cette scène-là. Et le dernier point, c'est qu'à chaque fois que les deux essayent de faire des plans un petit peu recherchés, ils les foirent. David Yates, on peut citer par exemple le plan dans Harry Potter 7 partie 2 où les baguettes de Harry et de Voldemort se lient, ça n'existe pas dans le livre mais bon pourquoi pas, et la caméra remonte le faisceau lumineux, arrive sur la baguette de Voldemort, elle se brise et là on voit Voldemort en arrière-plan qui est pas content. Techniquement le plan il tient pas parce que la baguette est énorme par rapport à la tête de Voldemort. Si on a une caméra qui est suffisamment petite pour avoir la baguette en aussi gros, normalement on devrait pas voir Voldemort filmé comme si on avait filmé avec une caméra normale. C'est ces trucs qui fonctionnent absolument pas. Ensuite on voit clairement la différence des effets spéciaux entre le faisceau lumineux et la tronche à Voldemort. Enfin il n'y a rien qui est bien. À vouloir faire la surenchère d'effets spéciaux comme ça on plombe son propre film. Il n'y a qu'à voir par exemple, allez regarder sur YouTube, vous avez making of entre guillemets des effets spéciaux pour créer Voldemort, pour lui enlever son nez. Et on voit toutes les étapes. Au début on voit Ralph Fiennes avec son nez et juste quelques points sur la tronche. Et au bout d'un moment, on croit que l'effet spécial est terminé, on se dit « Ah, c'est bien fait », et puis là, au dernier moment, on a un espèce de filtre complètement dégueulasse qui arrive dessus, qui fait que tout devient tout noirci, etc. Et qu'on a l'impression, finalement, que c'est mal fait. Avant qu'il rajoute le filtre, c'est super bien fait. Juste après qu'il rajoute le filtre, c'est dégueulasse, l'image n'a plus aucun détail, etc. Et ça, c'est du cache-misère, parce que le mec, techniquement, sur un plateau, il n'arrive pas à faire des belles images, et que pour
unifier toutes les images qu'il a prises pendant le film, il faut mettre un filtre complètement dégueulasse pour unifier un peu tous les plans du film. Donc voilà comment son incompétence technique fait qu'au final ses films sont moches. Et franchement c'est dommage parce qu'il a un budget énorme. Je veux dire, un mec comme David Fincher, il utilise par exemple les filtres, mais ça crée une ambiance, ça crée une atmosphère. Par exemple dans Fight Club, cette espèce d'image un peu jaunie parfois, etc. Ça crée une ambiance glauque et dégueulasse qu'il n'utilise pas par exemple dans Gone Girl, où l'image est beaucoup plus froide et ça, encore une fois ça sert le propos du film. Donc voilà. Donc pour résumer sur David Yates, et c'est pareil pour Joss Whedon, directeur d'acteurs pitoyable, ça veut pas dire que les acteurs jouent mal, ça veut dire que eux étaient incapables de les diriger par rapport à ce qu'il veut faire et par rapport à ce qu'il veut faire ressentir au spectateur. Direction d'acteur dégueulasse, réal de série télé, dès qu'il y a un plan recherché, il est foiré, et ensuite ils ont aucun sens du rythme, ce qui fait que en gros ils savent pas mettre en valeur ce qu'ils ont à mettre en valeur parce qu'ils ne savent pas jouer avec le rythme pour mettre en valeur ce qu'il faut mettre en valeur. Le film sur 10, je lui mettrais 4, c'est quand même des bons points. D'ailleurs, j'ai pas cité les bons points. David Yates pourrit tellement le film que j'en oublie de citer les bons points. Point fort du film, Eddie Redmayne. Quand ils l'ont annoncé au casting, je l'avais vu que dans Jupiter Ascending. Je me suis dit, c'est bon, c'est foutu, le film va être nul à cause de lui parce qu'il jouait vraiment mal dans Jupiter Ascending. Mais en réalité, il avait pas grand chose à jouer aussi, faut dire. Et en fait, dans le film, là, il joue vachement bien. Et puis, il joue un Pouf Souffle, ça c'est vachement bien parce que Pouf Souffle, c'est une maison qui est cool et qui est absolument pas mise en valeur dans les romans. Et la première fois qu'on en parle dans les romans, c'est Hagrid qui en parle dans le premier tome où il dit les mecs de Pouf Souffle, c'est un peu des feignants, il faut pas que t'ailles là-bas quoi dans les maisons. Donc, c'est un Pouf Souffle qui défend les créatures magiques, qui a un petit peu de mal avec les humains, qui a un handicapé social, etc. Et ça, je trouve ça vachement bien, un héros comme ça au cinéma, qui arrive très bien à s'exprimer avec les animaux et qui a un peu plus de mal avec les humains. Ça, je trouve que c'est un rôle vachement bien. Ensuite, un truc vachement bien, c'est qu'on voit des animaux qui sont dans le bestiaire, et pas que dans le bestiaire. C'est des animaux qu'on a vus dans les bouquins, qu'on n'a pas vus dans les films, et là, enfin on les voit au cinéma, et ça je trouve ça vachement bien, même s'ils sont pas super bien faits, c'est dommage. Ensuite ce qui est bien c'est le fait de découvrir un petit peu les sorciers d'Amérique et de comment ça fonctionne là-bas. Le problème c'est que c'est vachement plus expliqué dans les quelques textes qu'a écrit J.K. Rowling sur le monde des sorciers d'Amérique qui ont été postés sur Pottermore plutôt que dans le film. En réalité dans le film on voit que très peu de choses, mais c'est sympa de le voir au moins visuellement. Visuellement c'est bien fait. C'est très mal filmé par David Yates, mais visuellement c'est bien fait. Tout ce qui est costumes, décors, etc. super bien fait. Il me semble que les costumes sont faits par Colin Atwood, je l'avais dit dans ma critique de Into the Wood. C'est la costumière attitrée entre guillemets de Tim Burton et c'est elle qui a fait tous les films de Rob Marshall et franchement elle fait un boulot génial. Et le dernier bon point c'est de voir Colin Farrell dans le monde d'Harry Potter parce que c'est quand même un acteur britannique qui est un super bon acteur, qui peut jouer très mal s'il n'est pas dirigé, qui peut jouer merveilleusement bien s'il est bien dirigé, et là qui rejoint l'univers d'Harry Potter. Et moi qui étais plus ou moins fan de Colin Farrell, c'est-à-dire que j'adore certains bons films qu'il a fait, et il y en a d'autres que je trouve qui sont pas regardables, comme Daredevil par exemple, où il se donne à fond dans son rôle dans Daredevil, mais il a rien à jouer, alors du coup il cabotine et ça devient ridicule quoi. Mais par exemple dans Phone Game il joue vachement bien, et dans Deux Mondes dans la poussière il joue vachement bien, et il incarne réellement Arthur Bandini, le personnage du bouquin. Donc de voir Colin Farrell rejoindre l'univers d'Harry Potter, je trouve ça absolument génial. En plus il a un look génial, etc. Le problème c'est que David Yates il est pas foutu de l'iconiser. Il a Colin Farrell dans l'univers d'Harry Potter, c'est quand même un truc absolument génial, et il est pas foutu de l'iconiser. Et ils ont annoncé que les 5 prochains films, enfin les 4 prochains films seraient réalisés par David Yates. Et à un moment donné, ce mec-là, il faut le dégager, il faut donner les clés de cette saga à un mec qui a une vision pour cette saga et qui aime, qui est fan d'Harry Potter, parce que là, les films qui vont suivre, il va y avoir l'histoire de Dumbledore. Et l'histoire de Dumbledore, elle est super importante. Et si c'est David Yates qui filme ça, c'est foutu. C'est foutu, ce sera nul. Sauf s'il prend des cours de réalisation entre temps ou bien qu'il devient enfin un réalisateur. Donc voilà, donc ça c'est pour les bons points. Et les mauvais points, qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas cité? Ah oui, et un dernier point, c'est que dans le film on a des histoires d'amour et que les histoires d'amour ne fonctionnent absolument pas. Ça, il va falloir que les réalisateurs le comprennent. Il suffit pas de montrer des gens qui se regardent de manière un peu hébétée comme ça pour que nous on croit qu'il se passe quelque chose entre eux. Il faut qu'il y ait plus que ça. Si tu veux jouer juste sur les regards, alors il faut montrer une fascination intense entre les deux personnages. Et là, il n'y a aucune fascination intense entre les personnages. C'est juste, ils se regardent, ils se disent oh boudu, je suis amoureux, et puis voilà. Et après, on est censé y croire, mais ça suffit pas. Si tu veux jouer sur les regards pour montrer que tu es amoureux, il faut le faire de manière intense. Et ça, Mel Gibson l'a fait dans Tu ne tueras point de manière géniale, et David Yates n'est pas foutu de le faire. Donc voilà. C'est J.K. Rowling qui a écrit le film. Dans les bouquins de J.K. Rowling, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on lit les bouquins une première fois, et puis quand les couples se forment, on se dit mais ils sortent d'où ces couples? Et après tu relis tous les bouquins, tu t'aperçois que dès le 2e ou 3e livre, tu te dis mais oui mais en fait ça paraissait évident, comment j'ai pu rater ça? Elle commence à mettre en place les sentiments des personnages de manière très subtile. Et David Yates, ça n'a rien de subtil quand il met en place les relations entre les personnages. À retenir, le défaut du film,
c'est David Yates, que ce soit le rythme, la musique mal placée, la mauvaise direction d'acteur, etc. Le problème, à chaque fois, la clé de voûte de tous ces problèmes, c'est David Yates. Et ensuite, au niveau du scénario, il y a des trucs qui vont pas, j'expliquerai dans les spoilers, mais ça, à la limite, J.K. Rowling, c'est son premier scénario, donc ça peut se comprendre, et on n'écrit pas un bouquin comme on écrit un scénario de film. Donc voilà, mais David Yates aurait pu magnifier le scénario de J.K. Rowling et rattraper ses erreurs, comme le fait David Fincher, par exemple, c'est-à-dire qu'il prend le scénario David Fincher, et puis il va étudier le scénario, même si c'est pas lui qui écrit le scénario, il va l'étudier pour que le scénario soit logique, et que le scénario fonctionne à l'écran, et qu'il puisse l'adapter de manière à ce que le spectateur ressente des choses en regardant le film. Il n'y a qu'à regarder les bonus des DVD ou des Blu-ray de David Fincher, on voit à chaque fois il fait des lectures avec les personnages où il discute en disant oui mais ça il faudrait peut-être le mettre à la fin parce que ça aurait moins de sens si on le met au début, on comprendrait pas, etc. À la fin là il faut bien appuyer ça pour que ça fonctionne, etc. On voit que réellement il est impliqué. Il avait donné une interview à Canal+, David Fincher, pour Millennium, et il disait qu'il aimait pas le tournage. Il disait le tournage c'est une course contre la montre, à peine on a fait le premier plan qu'on est déjà en retard, donc moi ce que j'aime c'est voir le scénario, retravailler le scénario, chercher les costumes, trouver les acteurs, etc. Et c'est sa phase préférée. Et quand on a dit ça à Daniel Craig et Rooney Mara, il ne croyait pas, il disait non il aime tourner, etc. Alors que David Fincher, il répondait au mec de Canal+, en disant j'aime pas tourner, ça me saoule. Donc David Yates, il pourrait s'intéresser un petit peu au scénario, voir ce que veut dire J.K. Rowling, comprendre ce que J.K. Rowling veut transmettre au spectateur et essayer de le magnifier. Et si ça ne fonctionne pas, de le modifier pour le faire fonctionner. Et David Yates, il est incapable de faire ça. Donc en gros, pour résumer, David Yates est mauvais comme Joss Whedon, ils ont exactement les mêmes défauts tous les deux. Il faut que Joss Whedon soit dégagé de Marvel, mais en fait il a déjà été dégagé puisqu'il a plus ou moins démissionné après Avengers 2, donc ça c'est bien, c'est la bonne nouvelle. Maintenant il faut que David Yates fasse la même chose. Il faut qu'il prenne ses millions de dollars et qu'il se casse et qu'il aille réaliser des films pourraves comme Tarzan. Bref, donc voilà, donc il faut espérer que J.K. Rowling s'améliore sur les prochains scénarios, et il faut espérer que David Yates se barre. Sur 10, je lui mets 4. Et je lui mets 4 grâce à J.K. Rowling. Les 4 points ils viennent de J.K. Rowling et d'Eddie Redmayne. Ils viennent absolument pas Redmayne. Et ils viennent absolument pas de David Yates. Les 6 points manquants, ils sont causés par David Yates, tout simplement. Donc voilà, donc je ne conseille pas d'aller le voir. Mais bon voilà, pour les Harry Potter, il y a toujours le truc de dire le fait qu'on adapte les bouquins de manière pourrave. Je ne dis pas qu'ils sont tous pourraves, mais ceux de David Yates en tout cas sont très mal réalisés. On peut toujours se dire je m'en fous, j'ai les bouquins, je lis les bouquins, ça ne m'enlève rien. Là par contre, il n'y a pas de bouquin. C'est un scénario écrit par J.K. Rowling, donc à moins de lire le scénario, sauf qu'un scénario c'est pas fait pour se lire, on aura toujours cette espèce de filtre qui s'appelle David Yates entre J.K. Rowling et le spectateur, qui fait que moi ça me gâche mon plaisir parce que je n'ai pas de bouquin sur lequel me rattraper en disant non mais c'est bon, j'ai toujours le bouquin. David Yates et son film c'est juste un truc en plus. Donc voilà, donc je ne vous le conseille pas, c'est de la frustration totale si vous êtes fan d'Harry Potter, et si vous en foutez d'Harry Potter, que vous en foutez du cinéma et que vous voulez juste passer 2 heures à vous dire bon c'est quand qui termine le film, ah et il y a un effet spécial sympa, si vous voulez passer 2 heures comme ça, vous pouvez aller le voir. Et puis voilà, je vais passer maintenant au spoiler, et ça fait 32 minutes que je parle alors que je voulais faire une vidéo de 10 minutes maximum en comptant les spoilers. Donc je passe au spoiler, à plus. Alors, pour les spoilers, sachant que j'ai beaucoup parlé pour la partie non spoiler, je vais faire ça de manière très rapide, c'est que les animaux fantastiques, c'est enfin cool de les voir dans un film. On a par exemple l'éruptif, qu'on avait évidemment dans le bestiaire, mais pas que, on l'avait aussi dans Harry Potter 7, le bouquin. C'est le moment où le Golden Trio va chez Xenophilus Lovegood, le père de Luna Lovegood, pour avoir des infos, etc. sur les reliques de la mort, etc. Enfin, à ce moment-là, ils savent pas que ça s'appelle les reliques de la mort, mais c'est juste le symbole. Ils vont le voir, et puis à un moment donné, Hermione, elle dit « Attendez, c'est quoi ça au mur? C'est super dangereux, c'est une corne d'éruptif. Et ça peut exploser, etc. » Et le père de Luna Lovegood dit « Mais non, c'est une corne de ronflac cornu. » Et il dit « C'est sans risque, etc. C'est d'une grande valeur, etc. » Il dit « Non, ça c'est une corne d'éruptif, et si jamais on le touche à un moment donné comme il faut pas, ça va exploser, votre maison, elle est foutue. » Donc voilà, et ensuite les mange-morts arrivent, il y a un sort qui part dans la corne d'éruptif, et là la maison explose. Donc voilà, donc nous, tout ce qu'on connaissait de l'éruptif, c'était la corne d'éruptif qui est très dangereuse. Et puis là, on voit un éruptif qui, je trouve, est pas crédible dans le sens où, avec ses toutes petites pattes et le fait qu'il soit trop gros, on sait pas trop comment il peut tenir debout et ça, mais c'est une créature magique, donc ça m'a gêné un petit peu. Mais ce que j'ai adoré, c'est justement la corne de l'éruptif et la manière dont tu l'utilises. Par un moment, il veut péter un arbre, du coup, il rentre sa corne dans l'arbre.
et il fait chauffer sa corne, du coup ça explose un petit peu, ça fait cramer un petit peu le bas de l'arbre, du coup ça casse, etc. Et l'arbre finit par tomber. Ça rappelle un petit peu quand Qui-Gon Jinn essaye d'exploser la porte dans Star Wars épisode 1, où il rentre son sabre laser et qu'il se concentre avec la force pour essayer de faire fondre la porte autour, etc. Et ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a le demi-guise, qui est pas présent dans les films mais qui est présent dans le bestiaire, qui est bien fait aussi, mais qui est pas exploité, mais bon à la limite c'est pas grave. On a le Niffler qui était présent dans les livres Harry Potter 4 et 5, Coupe de Feu et Ordre du Phénix. Dans Harry Potter 4, il est utilisé par Hagrid dans un cours de soins aux créatures magiques où chaque élève a un Niffler et il a planqué des pièces en or dans le sol. Et les élèves avec leur Niffler, ils doivent trouver les pièces en or parce que les Nifflers sont attirés par tout ce qui brille, etc., etc. On avait un premier contact avec le Niffler là, donc déjà le Niffler était rigolo dans le bouquin, mais il n'était pas rigolo parce qu'il se comportait comme un humain qui essaye de faire des trucs burlesques. Cet animal fantastique, on y croit réellement dans le livre parce qu'il se comporte pas comme un humain. Et dans le 5, c'est Lee Jordan qui fait passer par la fenêtre avec des sorts de lévitation, qui met à chaque fois un Niffler dans le bureau d'Ombrage, ce qui fait que quand Ombrage arrive dans son bureau, qu'elle ouvre la porte, qu'elle a ses bagues, etc., le Niffler il lui saute dessus, il essaye de lui arracher le doigt pour lui enlever ses bagues et tout. Donc voilà. Et par exemple, le Niffler qu'on a dans le film, qui se comporte complètement comme un humain, on sent pas que cet animal-là, il pourrait sauter sur le doigt à quelqu'un pour lui arracher le doigt, pour lui prendre l'or, quoi. On sent vraiment que le Niffler dans le film, il est là pour faire rigoler, et puis on s'en fout de rendre son comportement crédible. L'important, c'est de faire rigoler le spectateur à intervalles réguliers, comme Scrat dans L'Âge de Glace, ou comme le coq dans Vaiana. J'en ai parlé dans ma critique audio que j'ai mis sur SoundCloud, et qui est dispo sur le Facebook de la chaîne. Et ça, vraiment, ce principe qui a été plus ou moins initié par Scrat, ça me gave profondément parce que ça n'a rien à faire dans le film, dans le sens où ce n'est pas du tout raccordé au reste du film, et c'est vraiment pour réveiller les spectateurs à des moments où le film est trop lent en disant hey, vous vous souvenez, il y a des trucs rigolos dans le film, regardez. On vous met le Niffler qui est là et qui bouge plus comme si on avait pu le voir dans le film. Il est pas rigolo parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a le réalisateur qui est derrière avec des panneaux rigoler. Donc ça me saoule. Donc le Niffler, j'étais disposé à l'aimer dans le film, mais là tel qu'il est fait, je peux pas l'aimer. Parce que je sens pas le Niffler comme un animal, je le sens juste comme une intention de réalisation pour faire rigoler le spectateur. Et ça me saoule. Il y a des moments, j'aime bien sentir que le réalisateur est présent, comme chez Tim Burton, son côté hyper je m'en foutiste, etc. Mais ça, je ferai peut-être une vidéo un jour sur Tim Burton. À chaque fois, Tim Burton, on se dit ouais, Tim Burton, il est trop bien parce qu'il réalise des choses un peu décalées, très dark, très gothique et machin, il a un univers très sombre. Tim Burton, on regarde son univers, il est pas sombre du tout, au contraire. Et même lui, quand il réalise Sweeney Todd, quand on lui dit vous avez fait un film assez glauque, assez violent, etc., il répond dans la conférence de presse qu'il y a sur le Blu-ray, il répond vous posez la question à la mauvaise personne parce que moi je trouvais que c'était plus, il dit funny, pour moi c'est un film rigolo, je vois pas à quel moment ça fait peur, etc. Donc il fait juste des trucs qui lui plaisent à lui, même si ça n'a pas de logique. C'est un réalisateur qui est je m'en foutiste, Tim Burton. Il y a des trucs, il se dit oh ben tiens ça c'est important, alors qu'en réalité tout le monde s'en fout et c'est pas important pour le film et lui ça lui fait plaisir. Et il y a des trucs qui sont super importants, puis il s'en fout, alors il le fait mais par-dessus la jambe, quoi. Et si les gens n'aiment pas Alice au Pays des Merveilles, c'est juste que à mon avis il a fait le film pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire l'argent, et après juste dessiner des concept art pour le début. Et ensuite tout le reste à mon avis s'en foutait, quoi. Mais voilà, Tim Burton c'est un réalisateur je m'en foutiste, donc je sais même plus pourquoi je disais ça. Oui, je disais ça par rapport au fait que j'aime pas sentir que le réalisateur est trop présent dans le film. Ça me bloque, j'ai pas envie de sentir qu'il y a une barrière entre moi et le film. J'ai pas envie de sentir qu'il y a le réalisateur qui est là pour me dire là il faut que tu rigoles, là il faut que tu rigoles, là il faut que tu pleures, là il faut que tu pleures. Tim Burton, on sent la présence du réalisateur, mais parce que c'est un réalisateur je m'en foutiste. Et du coup ça crée un truc rigolo et c'est pour ça que pour Tim Burton je l'accepte. Et pas forcément pour David Yates. Donc on a quoi d'autre? On a l'éruptif. On a Lokami. Lokami, quand j'étais, juste pour l'anecdote inutile, quand j'étais au collège, on avait, avec des copains, etc., on était un truc Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc. Et on inventait des personnages pour des jeux de rôle, etc., où on disait, moi je suis ça, moi je suis paysan, etc., et puis je suis ça, et puis je suis fort à l'arc et machin. Et on avait chacun un animal de compagnie, et moi, l'animal de compagnie, j'avais dit, mon animal de compagnie, c'est un Okami. Parce que je l'avais lu dans Les Animaux Fantastiques, et là... on voit une Okami et c'est vachement bien. Le problème c'est que la scène où on voit l'Okami, c'est mal filmé. Il nous faut une espèce de petit suspense où ils prennent un morceau de pain et ils l'envoient dans une théière à l'autre bout de la pièce, et puis l'autre il doit rattraper le bout de pain dans la théière pour que l'Okami suive le bout de pain et arrive dans la théière et du coup rapetississe pour pouvoir rentrer dans la théière. Ensuite il l'attrape et puis c'est bon. Ce suspense là est tellement ridicule au moment où ça arrive, c'est tellement pas grandiose, et puis l'espace est tellement mal géré. C'est-à-dire que j'en ai marre de ces réalisateurs qui tournent sur fond vert, et après il y a les mecs d'effets spéciaux derrière qui se lâchent complètement, ils mettent du mouvement dans tous les sens, etc.
Et finalement, quand on voit la scène, on n'est pas pris dedans. Tout ce qu'on se dit, c'est comment le mec peut s'en sortir vu tous les mouvements que fait la créature qui est derrière. C'est-à-dire que l'acteur il fait des esquives, etc. La créature est 5 fois plus rapide que le mec et le mec se fait jamais toucher. Donc voilà, donc c'est très mal réalisé et à la fin de la scène, il essaye de mettre ce suspense de est-ce que le bout de pain va réussir à arriver dans la théière. Bon, on sait qu'il va arriver dans la théière évidemment. Et puis on veut qu'il arrive dans la théière parce qu'on en a marre de se fader cette scène qui est super mal filmée, où on comprend rien et qui est complètement illogique. C'est filmé et monté exactement de la même manière que la scène de fin de Suicide Squad, sans vouloir spoiler, où il y a une bombe qui est lancée, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va tirer sur la bombe pour savoir si ça a explosé ou machin. Mais c'est tellement lent, c'est tellement pas grandiose, qu'on se dit mais il fallait juste filmer à vitesse réelle. On jette le bout de pain, et si tu le filmes à vitesse réelle, à la limite, ça peut être vachement mieux. Que l'Okami se déplace très rapidement, clac clac clac, et puis d'un coup il ferme le truc, et puis voilà. Et le ralenti, limite, tu le mets sur la main qui ferme le couvercle de la théière. T'as eu une scène très rapide, et puis là, tu casses le rythme de la scène très rapide, en fait t'apportes le calme après la tempête, voilà. Tu mets un effet de ralenti là, clac, avec le claquement de la théière en écho, ou ce que t'as envie pour montrer que, bim, là c'est bon, une page se tourne et on a réussi. Et ensuite tu reviens normal avec les acteurs qui se parlent, etc. Mais tu fais pas un ralenti sur un truc aussi ridicule qu'on jette un bout de pain et on suit le bout de pain dans l'air pour voir s'il va retomber dans la théière. Enfin, c'est tellement pas grandiose comme truc. Bon, t'as une Okami dans la scène et ce que tu mets en valeur, c'est le bout de pain qui va aller dans la théière. Ça n'a aucun sens. Le beau truc aussi, on l'évoque dans Harry Potter 4 dans les bouquins et on en reparle dans Harry Potter 5. Et pareil, et là le beau truc est vachement bien fait dans le film. Ça c'est super. Ensuite je reviens juste vite fait sur l'histoire d'amour. David Yates à la fin il passe 3 heures à nous faire les adieux des personnages. Le problème c'est qu'on n'a absolument rien développé dans ce film qui fasse qu'à la fin les personnages sont trop tristes de se quitter, puis qu'à la fin ils pleurent pour dire oh mon dieu on se reverra pas, etc. Je parle de Queenie et du Moldu. Il n'y a rien qui fait ça. Et puis au passage le truc parapluie là, visuellement c'est beau. La baguette en l'air qui forme un parapluie et on voit la forme du parapluie avec les gouttes qui arrivent et qui glissent sur le parapluie. C'est beau, aucun souci. Mais où est la logique du truc, sachant que si le parapluie a cette forme chez les Moldus, c'est parce que la toile épouse la forme du mécanisme, c'est-à-dire des branches qui sont comme ça, qui sont... il n'y en a pas 10 000 des branches, donc il y a un certain nombre de branches, et du coup il y a des creux entre chaque branche. C'est la forme du parapluie parce que ça correspond à un mécanisme moldu. Là c'est un sortilège, donc la forme n'a pas à ressembler à un parapluie moldu. Donc quand je vois ça, ça me sort du film, surtout qu'on sait que dans les bouquins, il y a des sortes d'imperméabilisation qui fait que tu le jettes autour de toi et en fait la pluie elle tombe à côté de toi, quoi. Donc voilà, c'est joli, il n'y a aucun souci, c'est joli. Mais moi ça me sort du film en tant que fan d'Harry Potter. Après si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, aucun souci. Donc les scènes d'adieu, et puis il aurait pu les faire vite les scènes d'adieu, mais ça dure. Il y a le mec qui joue du piano derrière pour nous expliquer que c'est triste. Mais il n'y a pas besoin de m'expliquer que c'est triste. Si tu m'as montré que les personnages étaient très liés pendant le film, je serais triste à la fin, aucun souci. T'as pas besoin de mettre du piano à la fin, bref. Lui ne développe rien pendant le film, que ce soit les animaux fantastiques, que ce soit l'histoire de Grindelwald, que ce soit l'histoire d'amour, que ce soit la découverte du monde magique, il ne développe absolument rien. Et là, à la limite, on peut dire, mais c'est la faute à J.K. Rowling, c'est le scénario de J.K. Rowling, sauf que il y a des moments que tu peux compresser pour en parler très vite de manière aussi efficace, la partie sur les animaux fantastiques par exemple, et ensuite prendre plus de temps pour développer la partie sur Grindelwald, ou la partie sur l'histoire d'amour. Et ça, tu peux très bien le faire, puisque dans le film, tu as des moments de pause qui ne servent pas le récit, où juste les personnages discutent et ils parlent du monde de la magie, ils expliquent au moldu, etc., etc. Donc, pendant ces moments-là, tu peux développer les relations entre les personnages juste en filmant des regards furtifs, etc., qui se lancent à la table. Tu vois qu'ils sont attirés l'un par l'autre, etc. Il aurait pu faire ça, sauf qu'il le fait absolument pas. À la place, il nous filme des trucs, mais méga lourdeaux. La manière dont le joue Queenie, on dirait, sans vouloir que ça fasse violent quand je vais le dire, mais on dirait une nymphomane qui a 35 de QI. C'est vraiment ça, dès qu'elle voit le moldu, elle est en nuisette et d'un coup elle se dandine et elle fait des soupirs, ah là là, oh mon dieu. Il n'y a pas plus subtil les gars pour montrer qu'elle trouve le moldu à son goût. Ensuite c'est pareil, c'est la direction d'acteur. Et un truc qui est vachement bien, que les enfants comprendront probablement pas et que les personnes plus grandes comprendront, c'est le moment où le moldu il regarde Queenie, parce qu'il la trouve jolie, etc. Et puis Queenie, comme c'est une légiliment, tous les sorciers peuvent le faire, c'est juste il faut savoir le faire, quoi. Elle lit les pensées des gens qui regardent dans les yeux. Donc elle regarde dans les yeux et elle dit oh vous avez pas besoin de vous excuser, la plupart des gens pensent comme vous quand ils me voient. Et donc quand ils la voient, ils commencent déjà à penser à des trucs machin. Et ça c'est rigolo, mais pour que ce soit rigolo,
il faut que ce soit subtil. Là, il n'y a aucune subtilité. Queenie, elle le surjoue à ce moment-là, pareil, en continuant à se dandiner, à soupirer, etc. Et machin. Et puis c'est tellement appuyé dans la conversation, c'est-à-dire que juste après, il y a une espèce de blanc pas possible. Alors le film, je l'ai vu qu'une fois, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a un blanc entre chaque phrase, ce qui fait que chaque phrase est méga appuyée, donc il n'y a rien de fluide. Et c'est là qu'on voit que Tarantino est bon pour les dialogues. Autant j'aime pas tellement les films de Tarantino, autant Tarantino est bon pour les dialogues. C'est-à-dire que les dialogues ont du rythme chez Tarantino, et les dialogues font vrai chez Tarantino. Là où chez David Yates, les dialogues font absolument pas vrai. C'est long, c'est très appuyé. Quand il y a une réplique qui est censée être rigolote, elle est super appuyée, et par le jeu d'acteur, et par la musique, les effets sonores qu'on met juste après la phrase. Enfin, David Yates, il a aucun sens de la subtilité. Cette phrase aurait pu être super drôle. Et au final, j'ai même pas rigolé parce qu'elle est beaucoup trop appuyée. Donc voilà, donc les histoires d'amour sont carrément pas développées, elles sont très mal filmées, donc on n'y croit pas du tout. Et du coup, à la fin, quand tu nous fais une scène de séparation de 2 plombes, surtout qu'il y a 2 scènes de séparation, celle de Norbert avec je sais plus son nom, il y a un A dedans, et entre le Moldu et Queenie, on n'y croit absolument pas, et voilà. Il faut comprendre que il suffit pas de faire une scène à ambiance triste, c'est-à-dire avec piano, pluie, gens qui sont tristes, pour que nous on soit tristes. Il faut qu'il y ait un background dans le film qui fasse que la scène de séparation, c'est un truc qu'on enlève aux spectateurs, un truc qu'on y a donné pendant tout le film, où on était content par exemple de les voir ensemble, de les voir se rapprocher, etc., où on voulait les voir ensemble, et à la fin on nous l'enlève, et là c'est déchirant pour nous. Le problème c'est que on ne nous a rien donné de leur relation. On est complètement extérieur à leur relation. On ne nous a rien donné de leur relation. Donc à la fin, quand ils se séparent, on se dit oui, bon, ben, c'est bon, là il est tard, rentrez chez vous, et puis nous, le film avance, quoi. Donc voilà, donc encore une fois, c'est David Yates le problème. Et je terminerai sur la manière dont, à mon avis, on aurait dû traiter les animaux fantastiques. C'est-à-dire que J.K. Rowling, dans les bouquins, elle a plusieurs récits dans son bouquin, et elle les entrelace tous. Le problème, c'est que faire ça au cinéma, c'est de la série télé pour moi. C'est vraiment pour tenir le spectateur en haleine, et il ne faut pas trop vite boucler un arc, et quand tu finis de boucler un arc narratif, il faut qu'il y ait un autre arc qui commençait pour que le spectateur revienne l'épisode d'après. Donc ça pour moi c'est de la série télé, ça fonctionne très bien dans les bouquins, à la série télé ça fonctionne très bien aussi, au cinéma ça fonctionne moins bien. Parce que si tu fais ça, tu arrives au milieu du film, on t'a rien développé, tu n'as eu jusque-là que des promesses, et si tu n'es pas attaché au personnage ou machin, etc., au final tu décroches du film et tu dis bon, c'est quand qu'il termine. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi, dès le générique de début, on aurait dû nous présenter la valise et ce qu'il y a dans la valise. Dès le début, on n'aurait pas dû nous faire du suspense sur la valise. Parce qu'en allant voir le film, en réalité, on sait très bien ce qu'il y a dans la valise. On ne sait pas exactement quels animaux fantastiques il y a dedans, mais on sait qu'il y a des animaux fantastiques dans la valise. Donc, à partir de là, tout ce qui va se passer entre le moment où le film commence et le moment où tu découvres ce qu'il y a dans la valise, tout ce qu'il y a là, le spectateur, il s'en fout royalement et il y fait même pas gaffe. Parce que tout ce qu'il veut, c'est voir ce qu'il y a dans la valise. Ça s'était passé avec Peter Jackson sur King Kong, où la première fois où j'ai vu le film, la première heure, je m'en foutais complètement et je retenais absolument rien. Pourquoi ? Parce que j'étais venu pour voir King Kong et que King Kong il arrive au bout d'1 heure de film. Donc moi j'étais là, puis j'attendais, puis ce qui se passait entre les personnages, etc., je m'en foutais complètement. Et du coup j'étais pas attentif et j'étais pas pris dans l'histoire. Surtout que l'histoire il la développe très mal parce que présenter dès le générique de début ce qu'il y a dans la valise, c'était une façon de faire rentrer le spectateur dans l'univers, plutôt qu'en lui balançant des miettes comme ça pendant 3/4 du film, pour finalement expliquer tout dans la deuxième moitié du film. Donc voilà comment j'aurais fait le film moi. Premier plan, donc t'as les animaux fantastiques, etc. Ça valait peut-être pas le coup de faire les animaux fantastiques dans le ciel comme on avait fait pour Harry Potter. Il aurait peut-être fallu le faire par exemple dans la terre ou un truc comme ça, un truc qui soit plus lié au monde animal. La caméra par exemple, tu remontes, on découvre Poudlard de très loin, et on voit Eddie Redmayne qui marche vers nous, il se retourne vers Poudlard, il soupire, ou en tout cas il montre qu'il est triste en regardant Poudlard, il se tourne, il marche vers la caméra, il dépasse, et là tu lances la musique, et à partir de là, tu fais le générique. Donc on comprend qu'il quitte Poudlard, on comprend que peut-être il a été renvoyé, ça tu le dis plus tard dans le film qu'il a été renvoyé de Poudlard, mais on comprend qu'il quitte Poudlard et qu'il n'est pas content de quitter Poudlard. Donc là, on t'a montré que c'est dans le même univers qu'Harry Potter, alors que là dans le film, pour montrer que c'est l'univers qu'Harry Potter, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le titre Animaux Fantastiques avec la musique d'Harry Potter sur quelques notes, et ensuite ça coupe et ils mettent les Animaux Fantastiques. Super, méga subtil les gars. Donc là on aurait vu Poudlard, tu mets Poudlard de loin, donc le plan comme j'ai dit, tu le fais en un seul plan. Les animaux fantastiques dans la terre, tu remontes, tu découvres Poudlard, tu dis ah c'est cool, Eddie Redmayne arrive, il se retourne, il soupire, on voit qu'il est pas content de quitter Poudlard, il quitte le cadre à côté, là tu fais une fondue au noir, et ensuite tu le découvres sur le bateau pour aller en Amérique, et tu le vois qu'il prend sa valise, il va s'isoler, il rentre dedans, et il va voir tous les animaux, etc.
On ne les nomme pas, on ne dit pas ce que c'est leur spécificité, mais juste pendant tout le générique, où on voit les écrans tirés de ça, pendant tout le générique, ils s'occupent d'animaux, ils passent de l'un à l'autre, etc. Et voilà. Donc là, on a posé les bases de ce qu'il y a dans la valise, et à partir de là, l'attention du spectateur n'est plus du tout prise par ce qu'il y a dans la valise. Et à partir de là, tu peux développer l'histoire de croyance avec les procès de Salem, etc. etc. Donc à partir de là, il arrive aux États-Unis. Là, tu fais une scène avec Eddie Redmayne en témoin, une scène sur les procès de Salem où la personne, comme on voit dans le film, fait son discours, etc. Les sorciers sont parmi nous, etc. et machin. Tu mets un petit débat entre un mec qui croit pas, un mec qui y croit, etc. Et donc là, on comprend la situation un petit peu où elles disent oui, mais vous croyez vraiment que le truc a été détruit, etc. et reconstruit en une nuit? Est-ce que c'est vraiment des hommes qui ont fait ça? Non, c'est des sorciers, machin. Donc juste par ce dialogue-là, tu installes la situation. Donc t'as pas besoin de mettre des miettes pendant 3/4 d'heure de film. Là, au moins, tu aurais ce qu'il y a dans la valise, la situation, et là tu peux maintenant te concentrer sur les personnages, et puis voilà. Et même ce que tu peux ajouter dans cette scène, c'est Colin Farrell qui est là pour surveiller un petit peu ce qui se passe et ce qui s'y dit, pour après repartir au ministère, faire un rapport, etc. pour dire là il faut faire gaffe, etc. Il y a des mecs qu'on n'a pas oubliés, etc. Donc là tu introduis le personnage de Colin Farrell. Colin Farrell voit Norbert Dragono, il comprend que Norbert Dragono est un sorcier. Colin Farrell peut aborder Norbert Dragono en disant vous êtes nouveau ici, il va falloir se tenir à carreau parce que la situation n'est pas bonne, etc. et machin, etc. Je vous ai à l'œil, etc. Eddie Redmayne, comme il est handicapé social, il peut être là très méfiant, genre oui, non, j'ai pas l'intention de causer des problèmes, etc. Et puis après, quand les animaux fantastiques s'échappent, du coup, Colin Farrell, il sait de suite qui c'est, il essaye de le retrouver. Donc là, du coup, on a créé une relation entre le méchant et le gentil. Et du coup, ça explique qu'au moment où il se fait arrêter, Colin Farrell dise maintenant on va vous buter, etc. Donc voilà, plutôt que de prendre des bouts d'histoire comme ça et de les émietter un petit peu partout dans le film au fur et à mesure, comme on ferait dans un livre et que dans un livre ça fonctionnerait, là, dès le début, il faut être hyper efficace pour présenter l'univers et faire en sorte qu'au bout de 20 minutes de film, le spectateur se sente chez lui dans l'univers et du coup puisse après suivre l'histoire. Là, c'est absolument pas le cas. Là, on nous balance des petits bouts de scénario à droite, à gauche, etc. Du coup, on sait pas où donner de la tête et au final, on arrive à 1 heure de film, on est pris émotionnellement dans aucune des histoires ou sous-histoires qu'on nous a présentées jusque-là. Et au final, à la fin, il y a de l'action et puis on s'en fout et puis voilà, le film est terminé, on n'a rien ressenti. Donc voilà, donc tout ça, il fallait l'évacuer au début et l'histoire de la persécution des sorciers, il fallait vraiment, là, David Yates, il nous le présente juste au détour d'un dialogue, en survolant la foule, etc. Donc voilà, donc il nous le dit l'air de rien, mais il fallait pas nous le dire l'air de rien, il fallait nous montrer que cette situation, elle est grave pour les sorciers, qu'elle est importante, et pour ça, il faut faire une scène. Il suffit pas de faire passer la caméra à côté d'un groupe de personnes où t'as une personne qui scande « Les sorciers sont parmi nous ». Ça suffit pas. Pour montrer la gravité de la situation et la gravité de ce qui va venir, c'est-à-dire les animaux fantastiques qui s'échappent de la valise, il faut montrer réellement que la situation elle est importante et pour ça il faut faire une scène dédiée à la situation. Et David Yates le fait pas. Donc voilà, et je terminerai juste sur Colin Farrell qui est Grindelwald, c'est la mauvaise idée du film. Dans le sens où Colin Farrell est tellement un acteur qui est cool et qui a vachement de classe dans son rôle là, que dire à la fin, ah ben non en fait c'est pas Colin Farrell, c'est Grindelwald, je trouve qu'au niveau du personnage Colin Farrell ça pète. Donc à la limite il aurait fallu que Grindelwald arrive que en cours de route et prenne la place de Grave en cours de film. Voilà. Et là, du coup, on aurait pu voir un léger changement dans le comportement de Grave qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Et il n'aurait pas fallu que ce soit Grave qui aille voir Croyance en disant vas-y, il faut que tu m'aides, etc. Il aurait fallu que ce soit un personnage mystérieux dont on ne voit pas la tête et qu'au final on se dise ah mais c'est Grindelwald qui au milieu du film a pris la place de Grave pour pouvoir s'introduire dans le ministère de la magie américain. Donc bref, tout ça est très mal présenté, la présentation est très longue. Quand on fait une scène d'exposition, il faut qu'elle soit fascinante. Là, il n'y a rien qui est fascinant malheureusement, alors que l'univers est fascinant. Et voilà, il y aurait plein de trucs à dire sur le film, mais comme d'habitude, c'est une mini-critique, donc je ne parle que de certains points, parce que sinon les vidéos feraient 20 heures. Et voilà, donc évidemment, j'ai pas parlé de tout, j'ai parlé de ce qui m'embêtait le plus, ou de ce que j'aimais. Et puis c'est tout. Je termine par une note positive. J'aime beaucoup le demi-guise et j'aime beaucoup le Billy Wing qui est dans le bouquin et qui est pas dans les bouquins d'Harry Potter. Et pour une fois, on le voyait au cinéma et ça c'était vachement bien. Et j'ai plus de place sur ma caméra donc je m'arrête. À plus.